Bonjour à tous, je suis Lorelai. Et moi, c'est Léa. Nous sommes heureuses de vous accueillir dans ce nouvel épisode de I Am an Equestrian. Dans ce podcast, nous échangeons avec des professionnels de la filière équestre autour de discussions longues pour découvrir leur parcours, leur histoire et comprendre comment ces personnes inspirantes ont réussi à transformer leur passion en métier. Éric Navet. Comment le présenter ou dois-je finalement seulement le faire ? Il y a quelques semaines, à Wellington, nous avons eu l'immense chance d'aller à la rencontre de l'incroyable Éric Navet. Éric est sans aucun doute l'une des plus grandes figures équestres de notre sport. Il a marqué l'histoire tant par ses performances répétées et régulières, par le couple qu'il formait avec l'inoubliable Quito de Bossy, et par son dévouement pour le sport et les causes qu'il défend. Ce qui nous a marqué, nous, quelques semaines maintenant après cette interview, c'est la personnalité complexe et touchante d'Éric. Il est un homme à la fois brillant, réfléchi et rempli de doutes. Ces doutes qui font que, toujours, Éric sait se remettre en question, décortiquer la vie, sa vie, en conservant une ligne directrice. Faire les bons choix et prendre les bonnes décisions pour lui, ses proches, mais aussi et surtout les chevaux. L'autre chose qu'Éric Navet laisse derrière lui, c'est l'unanimité qu'il fait auprès de tous, qu'il s'agisse des cavaliers, entraîneurs, du public et surtout de la jeune génération. Tous sont d'accord pour reconnaître les qualités d'Éric Navet, lui-même touché lorsque nous lui avons indiqué qu'il avait indéniablement marqué le sport de son nom auprès de l'ancienne comme de la nouvelle génération. Je prends simplement le temps de cette introduction pour remercier Éric une nouvelle fois de l'intérêt qu'il a porté à ce moment que nous avons passé ensemble. De vous remercier vous qui écoutez cet épisode et qui nous permettent de vivre cette aventure. Je vous laisse découvrir l'histoire incroyable, impressionnante mais aussi touchante d'Éric Navet. Léa ? Oui ? Comment tu la vois, ta maison idéale ? Mon rêve depuis toujours, c'est clairement d'ouvrir mes volets et de voir mes chevaux dans un pré. Moi aussi. D'ailleurs, je me le dis à chaque fois que je rends visite à mon père, dont les fenêtres de la cuisine offrent une vue plongeante, délicieuse sur l'écurie intérieure. Je me rappelle alors combien j'aimerais me réveiller, ouvrir les volets, découvrir mes chevaux qui profitent de leur paddock paradise. Parfois, je vais même jusqu'à scroller le site Equestrian Immobilier et je me surprends à rêver. Tu connais ? Oui, carrément, j'en ai tellement entendu parler. Equestrian Immobilier, qui nous a fait le plaisir d'être notre partenaire cette semaine, est né de la rencontre entre deux passionnés de chevaux et d'immobilier, Kevin Gauthier, cavalier international, et Valentin Meurice, expert foncier et chef de piste. Ce duo idéal, porté par la synergie de leurs compétences respectives, a créé il y a 4 ans maintenant une agence immobilière dédiée aux biens équestres. L'équipe composée d'une dizaine de personnes réparties sur tout le territoire français propose d'accompagner l'estimation d'un bien, de partager son expertise pour la mise en vente, la location ou la recherche d'un bien immobilier équestre. L'agence a par ailleurs l'habitude de proposer des services annexes comme les mises en relation pour les dossiers d'urbanisme, de comptabilité, de fiscalité agricole ou encore les permis de construire pour ses clients français et internationaux, européens, américains ou encore provenant du Moyen-Orient dont les exigences sont variées et très précises. Propriétés équestres, écuries privées, haras d'élevage, écuries de propriétaires ou encore châteaux et manoirs. Equestrian Immobilier pourrait bien devenir votre interlocuteur privilégié pour accompagner votre projet et faire de votre rêve une réalité. Confiez-leur votre projet et les agents spécialisés Equestrian Immobilier vous conseilleront, guideront depuis la modélisation initiale du projet d'installation jusqu'à la dernière étape. Et non, je ne parle pas de la signature chez le notaire, je parle bien de la coupe de champagne qui interviendra juste après. Parce que vous, nous et eux, nous partageons tous la même passion, celle du cheval. Kevin, Valentin et leurs collaborateurs nous ont confié être honorés de pouvoir partager cette parenthèse avec le cavalier qui illustre au mieux l'art équestre français, Éric Navet. Avant de vous laisser vous plonger dans cet épisode incroyable, dont évidemment vous n'oublierez pas de nous faire savoir votre ressenti et vos commentaires par message privé, je voulais juste vous indiquer que suite à notre enregistrement, Éric a écouté la version brute de cette discussion et il a tenu à partager quelques précisions, à faire quelques rajouts dans l'épisode. Donc vous entendrez certainement à certains moments un décalage de son. C'est bien parce qu'il s'agit d'un rajout intervenu après que Éric nous a envoyé depuis la Californie jusqu'à chez nous au bureau. Allez, c'est parti. Bienvenue dans I'm an Equestrian, le podcast. Bonne écoute. Bonjour Éric. Bonjour. Alors comment vous présenter et faut-il vous présenter ? Éric Navet, vous êtes le plus grand représentant des sports équestres français qu'il existe à ce jour, je crois. Plus grand, je ne sais pas. Je pense qu'il y en a d'autres qui ont eu des belles carrières également. C'est vrai. Mais votre nom résonne aujourd'hui dans le monde entier et pour cause.
Déjà, votre palmarès incroyable vous précède, mais aussi parce que vous êtes un représentant, un porte-parole du sport. Vous l'avez vu évoluer, vous l'avez fait évoluer. Pas de surprise, Eric, et même si je pense que ce ne soit pas nécessaire pour la plus grande majorité de nos auditeurs, on va quand même essayer de reprendre quelques-unes de vos performances, quelques-uns de vos grands titres. Vos premiers championnats se déroulaient en 1976 à Bruxelles, en 1977 en Suisse, c'était des championnats d'Europe junior. Vous étiez en selle sur Brooklyn et vous avez eu vos premières médailles. 75 d'abord, mon premier championnat d'Europe, oui, j'en ai fait 3 à la suite. Donc 75, 76, 77. En 84, vous êtes sélectionné pour les Jeux de Los Angeles avec Stador. En 90, médaille d'or individuelle et par équipe aux Jeux équestres mondiaux à Stockholm, en Suède, avec le seul, l'unique, Quito de Bossi. 91, médaille d'or en individuel, 4e par équipe au championnat d'Europe à la Baule. C'était en France avec Quito de Bossi. Médaille de bronze par équipe aux Jeux Olympiques de Barcelone avec Quito encore. Vous étiez à ce moment-là numéro 1 mondial sur la World Ranking List. 1993, médaille de bronze par équipe au championnat d'Europe à Gijón en Espagne avec Quito. 14, médaille d'argent par équipe aux Jeux équestres mondiaux de La Haye avec Quito de Bossi. 2 fois champion de France en 97 et 98 avec Alligator Fontaine. Médaille d'argent par équipe aux Jeux équestres mondiaux de Rome avec Atou Dizini. Ensuite 2002, médaille d'or par équipe et d'argent individuel au JEM de Jerez. Et cette fois je m'en rappelle puisque j'étais en âge de m'en souvenir. 2004, médaille d'or au championnat de France avec Dollard du Murier. Vous étiez membre de l'équipe de France, vainqueur de la Samsung Super League et sélectionné aux Jeux Olympiques d'Athènes oui, avec Dollard. Outre toutes ces médailles, ce qu'on retient de vous, c'est donc votre dévouement pour le sport, aussi votre style à cheval. Vous vous êtes impliqué, vous avez accompagné l'évolution du sport et on va en parler évidemment. Du coup, pour commencer, et c'est peut-être pas la question la plus facile qu'on vous pose, est-ce que vous pourriez nous parler de vous ? Vous avez accepté 2 fois notre demande d'interview, d'abord en pensant se croiser en France, et ensuite quand on a su qu'on venait ici, on vous a écrit. On le sait parce qu'on l'a entendu, on sait que vous êtes quelqu'un de très attentionné, de très généreux. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler de votre personnalité, de votre histoire ? Alors ça, c'est difficile. Évidemment, c'est toujours difficile de parler de soi-même. Je pense que je suis quelqu'un que les gens apprécient. Je pense que je suis aussi quelqu'un... je suis sociable, peut-être pas très social. C'est-à-dire que je suis dans ma bulle. J'adore ce que je fais, ce que j'ai fait toute ma vie et toute ma carrière. C'est le contact des chevaux, d'être aux chevaux évidemment en permanence et d'être à cheval et aussi à pied avec les chevaux. Quand je dis pas très social, c'est parce que je préfère être avec mes chevaux que dans les événements mondains ou dans lesquels il m'a toujours été un petit peu difficile d'assister et surtout dans les moments où, comme vous l'avez dit, j'ai eu des grands résultats et j'ai eu beaucoup d'obligations. Et comme je ne suis pas tellement mondain, on dira, pour moi c'était toujours des moments pas très agréables. J'ai toujours préféré être avec mes chevaux plutôt que d'être dans des endroits huppés où je devais faire bonne figure. Maintenant, ça fait partie du jeu et c'est vrai que j'avais ces obligations-là pour représenter mon sport et c'est des choses qu'il faut faire. Mais c'est pour ça que je dis pas très social, mais pour les événements comme ça. Mais très sociable, oui, sûrement. Je suis pas quelqu'un de compliqué, je ne crois pas. Et puis, j'ai toujours aussi fait attention à mon image et l'image qu'on dégage. Je pense que quand on a des résultats à haut niveau, je pense qu'on s'expose d'une certaine manière. Moi, j'aime pas tellement m'exposer, me mettre devant les autres, mais je me suis exposé de par mes résultats surtout. Et de par la façon dont je communique avec mes chevaux aussi. Mais m'exposer sur le plan humain, me mettre devant de la scène, c'est pas tellement mon truc, non, c'est pas tellement moi. Donc voilà comment je me décrirais. Je pense pas être la pire personne à supporter par son entourage. Vous pourrez leur poser la question peut-être. J'ai une anecdote qui me vient de mon papa, qui vous a vu il y a fort longtemps, à Deauville en concours. Votre groom apportait le cheval qui avait donc marché du camion jusqu'à la piste et à l'entrée du paddock, le mort était monté à l'envers. Et vous avez souri.
gentiment, démonter le mors vous-même, remonter le mors, et vous êtes parti à cheval très calmement, ce qui n'est pas toujours le cas entre les relations cavalier-groom. Ça fait aussi partie de votre personnalité, de votre caractère. Oui, je crois que moi, en tant que cavalier, c'est à moi de contrôler que le travail est bien fait. Et même si j'ai 100% confiance dans mon groom, je vais toujours faire le tour du cheval avant de monter dessus. Je vais toujours contrôler tout. Je suis un petit peu un maniaque de ça aussi. J'ai vraiment le souci du détail et toujours à la recherche de la perfection. Et donc, je ne vais pas monter sur un cheval avant de tout contrôler. Même si je suis avec un groom qui travaille avec moi depuis des années, je vais toujours être très très attentif à ça parce que l'erreur est humaine. Moi, je fais des erreurs et pourquoi un groom n'en ferait pas? Et donc, c'est mon souci d'être sûr que tout soit parfait avant de monter sur le cheval, mais je le fais aussi à l'entraînement. Avant de monter sur le cheval, je vais faire le tour, je vais tout contrôler si tout est bien. Je vais regarder le mors, je vais toucher, je vais voir s'il est bien réglé, je vais tout contrôler. Donc normalement, il n'y a pas grand-chose qui doit m'échapper quand je suis à cheval. Pour reprendre, Eric, le début et le commencement de votre histoire, votre père a été, et je l'ai lu dans une interview de Grand Prix, votre seul entraîneur réellement. Il vous a non seulement mis à cheval, mais aussi accompagné tout au long de votre carrière. Il était éleveur, agriculteur et cavalier. Quel rôle est-ce qu'il a joué dans votre carrière? Est-ce que vous pourriez nous dire un peu ce qu'il vous a apporté, à la fois en tant que personne et dans votre façon de monter dans votre équitation? Alors d'abord en tant que personne et surtout en tant qu'homme de cheval. C'est mon père qui m'a tout appris. Mon père était un homme de la terre, il était agriculteur, il avait des bovins, il faisait des cultures et il élevait des chevaux. À la maison, on faisait beaucoup nous-mêmes. Moi, mon premier rôle, ça a été de débourrer les jeunes chevaux à 2 ans, 2 ans et demi. Au plus fort de l'élevage de mon père, il y avait entre 30 et 40 poulinières. Donc ça fait beaucoup de chevaux qui arrivent tous les ans, beaucoup de poulains qui arrivent. Faire tous les débourrages à 2 ans et demi, ça c'était mon job. Et puis préparer les jeunes chevaux, 3 ans et demi pour les préparer pour les 4 ans. Et puis faire les jeunes chevaux, 4, 5, 6 ans. Donc mon père m'a appris évidemment toutes ses connaissances par rapport aux chevaux, parce qu'il était non seulement éleveur, mais il avait été cavalier de haut niveau, puisqu'il avait monté au niveau international. Il a même été sélectionné pour les Jeux Olympiques de Mexico en 68, auquel il n'a pas pu participer à cause d'un coup de pied. En allant voir ses poulains au champ, il y a un poulain qui lui a donné un coup de pied dans la cheville, il s'est cassé la cheville, il n'a pas pu partir au jeu, mais il était dans l'équipe, il était sélectionné. Donc c'était un cavalier de très haut niveau à son époque. Donc il m'a tout apporté. Alors sur le plan homme de cheval, comme je le disais, parce qu'on faisait beaucoup de choses nous-mêmes, la seule chose qu'on ne faisait pas, c'est de ferrer les chevaux. Referrer, bien sûr, mais un cheval qui perd un fer, bon ça c'était évidemment mon job, de remettre le fer, mais ferrer un cheval, non. Par contre, tout le reste. Et ça allait jusqu'aux castrations. Mon père faisait les castrations lui-même. C'est-à-dire que tous les mâles qu'il ne voulait pas garder entiers, il les castrait lui-même. Il m'a appris à le faire. Et après, quand j'ai su le faire, c'est moi qui le faisais tout seul. Enfin, tout seul. Je veux dire, il me laissait cette responsabilité. Donc, j'ai même appris à castrer des poulains. Après, les débourrages et tout ça. Et puis, ma formation, je l'ai faite notamment sur les jeunes chevaux. Mais avant ça, à mon époque, quand j'étais plus jeune, quand j'étais gamin, j'ai commencé à monter avec un trotteur que mon père m'avait acheté quand j'avais 12 ans, et c'est là que j'ai commencé la compétition. Avant ça, je jouais avec les poneys, voilà, comme tous les gamins, les fils d'éleveurs, à l'époque, on jouait avec les poneys. De temps en temps, sur les concours régionaux en Normandie, il y avait soit une course de poney avant le Grand Prix, ou soit une petite épreuve de poney. C'était le plus souvent des fils d'éleveurs qui faisaient ça. Et les éleveurs amenaient un poney dans le camion pour leurs gamins, et puis on faisait soit la course de poney tout autour du terrain, ou alors on faisait une petite épreuve de poney. Et je me souviens même qu'une année, à Canisy, près de Saint-Lô, il y a eu une puissance pour poney. Et j'avais un poney qui mesurait 1m45, et j'ai sauté 1m50 avec, j'ai gagné le Grand Prix sur un mur. Bon, on était un peu casse-cou, évidemment. Et après ça, donc sur les chevaux, j'ai commencé à 12 ans sur un trotteur. À cette époque-là, il y avait un petit peu des trotteurs qui faisaient du concours. Ça a totalement disparu. Et c'était des chevaux qui, même s'ils galopaient pas très bien, c'était des chevaux très généreux, qui étaient très courageux. Et ce cheval qui s'appelait Alex J, c'est lui qui m'a mis en confiance, c'est lui qui m'a tiré sur les classes D et sur les petites épreuves de junior. Et puis après ça, j'ai monté la jument que
On était 4 enfants dans la famille, j'étais le 4e, j'étais le dernier, et on a tous débuté en concours avec la mère de Quito, qui s'appelait Urgande B, qui était une petite fille de la sœur des 2 chevaux de mon père qui ont amené mon père au niveau international. Donc ça, c'était vraiment la souche principale de mon père. Et donc Quito descend de cette souche-là également. Et les 4 enfants, on a débuté en concours avec la mère de Quito. Pour la petite histoire. Voilà. Et puis après ça, les juniors avec un cheval qui s'appelait Brooklyn, qui était un top cheval, quoi. C'est lui qui m'a amené à ce niveau-là, qui était bon championnat d'Europe junior. C'était déjà un bon niveau. Et puis j'en ai fait 3 à la suite. Et en individuel, j'ai fini respectivement 6e, 2e et 1er. Et, ça c'est intéressant pour l'anecdote, là, mon premier championnat d'Europe junior, c'était en Autriche, à Dornbirn. Devinez qui a gagné, qui a été champion d'Europe? Nick Skelton. Chez les Suisses, il y avait Thomas et Markus Fuchs. C'était vraiment l'époque, c'était chaud. Hein. L'année d'après, j'ai fini 2e, derrière Frank Slutak. La dernière année, j'ai gagné. Michael Whittaker était 3e. Robert Smith était 4e. Et 2e médaille d'argent, c'était Véronique Verstappen, qui est devenue la femme de Michael Whittaker à cette époque-là. Donc c'est assez drôle, quoi. C'est des noms qui sont restés. Vous le disiez, vous avez beaucoup appris au contact de votre père et principalement aussi comment gérer un cheval, comment écouter les chevaux. Et c'est quelque chose que j'ai lu d'une interview qui était donnée par votre élève, Carl Cook, qui disait qu'à votre contact, il avait réellement appris à s'occuper d'un cheval, à être attentif aux marqueurs de santé, un exemple assez classique, au volume d'eau que les chevaux boivent, à savoir reconnaître les signes de fatigue, d'inquiétude. Est-ce que c'est ça pour vous, être un homme de cheval, savoir le lire, savoir lui prêter toute notre attention? Alors, pour moi, être un homme de cheval, c'est avant tout, au-delà des connaissances, parce qu'évidemment, on dit tous, être homme de cheval, c'est connaître les chevaux. Mais je dirais même connaître tout, l'anatomie, connaître comment ils fonctionnent, mentalement, physiquement, leurs besoins, etc. C'est ça, être homme de cheval. Mais je dirais, avant tout ça, c'est comprendre l'animal. Pour moi, être l'homme de cheval, c'est celui qui comprend l'animal et qui devine les pensées de l'animal et sait l'interpréter. Pour moi, c'est ça avant tout, parce que si vous savez faire ça, alors vous savez bien le traiter et vous savez ce dont il a besoin. Alors après, ça va au-delà de ça, évidemment, mais avant tout, c'est la compréhension de l'animal. Savoir comprendre comment il fonctionne. Et pourquoi il comprendrait quand on leur apprend des choses en permanence, à pied et à cheval du reste. Hein. Leurs grooms leur apprennent des choses, c'est pas seulement nous. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on apprend la façon dont on doit demander. C'est-à-dire, si on sait comment ils fonctionnent psychologiquement, on sait comment leur demander les choses. Alors, monter, travailler sur le plat, travailler à l'obstacle, tout. On a le même but avec tous les chevaux parce qu'on a des besoins très très précis sur la piste. Et plus on va vers le haut niveau, plus on a des besoins très très précis. On doit être précis. Donc le comportement du cheval en piste doit nous permettre, nous cavaliers, d'être précis. On peut être précis, si le cheval ne se comporte pas comme il faut, on ne va pas pouvoir être précis. Et à très haut niveau, il n'y a pas droit à l'imprécision. Donc, amener les chevaux à un degré de précision tel qu'il n'y a pas d'improvisation sur la piste. Donc on doit leur apprendre tout un tas de choses pour arriver là, sur le plat, sur l'obstacle. Mais comment leur apprendre ça? Il n'y a pas un chemin, il y a plein de chemins. Parce que ça dépend de la nature du cheval, ça dépend de son degré d'émotivité, ça dépend de son degré de compréhension, son relationnel avec l'humain. Il y a plein de moyens d'y arriver, mais le but reste le même, c'est d'être précis en piste. Alors, comme tous ces moyens d'y arriver sont différents, on doit savoir comment interpréter chaque cheval et comment lui apprendre sur le plat, comment l'éduquer, comment l'entraîner. Et ça, je crois que c'est ça le propre d'un vrai homme de cheval, au-delà des connaissances du cheval à proprement parler, du physique. Mais moi, je commence par le mental. On a un peu cité votre palmarès un peu plus tôt dans l'interview. Quito de Bossy, Alligator Fontaine, de l'Art du Mûrier, Brooklyn plutôt. À tout désigner.
à Toudizini. Ce sont des chevaux et des noms qui ont largement marqué votre carrière. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu ce que ces chevaux-là vous ont apporté à chaque étape de votre vie de cavalier? Alors comme je disais, déjà au départ en tant que junior, j'ai parlé de ça. Après, je suis sorti des juniors, il n'y avait pas les jeunes cavaliers à l'époque, donc c'est vraiment un grand saut. Et j'ai eu un petit peu de mal là parce que mon cheval de junior qui avait tout gagné a été vendu le soir même du championnat d'Europe. On avait un championnat d'Europe en Suisse. Le cheval a fait 8 parcours dans la semaine, 800 fautes. Il est champion d'Europe. Après l'épreuve, il est essayé par des clients suisses et le cheval est vendu, il reste là-bas. Donc ça a été, pour moi, ça a été un choc émotionnel énorme. Mais c'est comme ça que j'ai appris le métier aussi. Quand on est éleveur, on vit de son métier et il faut savoir vendre les chevaux au bon moment. Mais ça avait été très très dur pour moi et évidemment j'en ai voulu à mon père à ce moment-là parce que c'était le cheval qui m'avait amené là, qui m'avait apporté ce titre-là, qui m'avait permis d'obtenir ça. Et puis je voulais pas me séparer de lui, quoi, parce que c'était vraiment... Et puis bon, c'est comme ça. Donc mon père m'a appris le métier de cette manière-là. Et puis il m'a dit c'est pas grave. Et j'ai dit mais il y a le championnat de France dans 15 jours, j'ai rien à monter. Il m'a dit mais il y a le 6 ans qu'on vient d'acheter, tu vas le monter au championnat de France. Et on s'est retrouvé au championnat de France junior. Le premier jour, je fais 12 points. J'étais champion d'Europe depuis 15 jours. Donc puis à cet âge-là, on est quand même plus vulnérable et j'avais pas encore mon armure, on dira. Et je me souviens, j'étais effondré. Et puis je pensais, tout le monde m'attend, je suis champion d'Europe, machin, alors que finalement, c'est pas du tout ça. Mais bon, voilà, donc c'était très dur. Je fais 12 points. Deuxième qualificatif, je fais 8 points. Depuis des mauvais parcours. Et donc j'étais en larmes et je dis à mon père, bon c'est bon, on rentre à la maison et tout ça. Et il se trouve qu'il prenait les 30 meilleurs pour la finale. J'étais 30e. Et je dis à mon père, mais j'ai rien à voir à la finale, on rentre à la maison. Mon père me dit, non seulement tu vas faire la finale, mais tu vas la gagner. Et à cette époque-là, on repartait à 0 à la finale. Seul double sans faute, je gagne, je suis champion de France. Ça, c'était une histoire incroyable. Et là, j'ai vraiment appris quelque chose de mon père. En plus, dire qu'il ne faut jamais baisser les bras, il faut toujours y croire, quoi. Alors bon, ça, c'était une petite anecdote qui m'a éloigné de votre question. Mais nous, on adore les anecdotes. Et puis, alors après, oui, donc, petit passage à vide. CSIO à Auteuil, parce que le CSIO a été à Longchamp pendant quelques années. Non, c'était à Longchamp, première année de Longchamp. CSIO à Longchamp, sur l'hippodrome de Longchamp, devant les grandes tribunes, la seule fois. Après, c'était au milieu de l'hippodrome, mais devant les grandes tribunes. Je n'avais pas de cheval. Marcel Rosier me dit, je vais te prêter un cheval de la fédération. À cette époque-là, il y avait les chevaux fédéraux. Et Marcel me dit, il était entraîneur national, il me dit, écoute, j'ai un cheval. C'était un cheval qui avait été champion de France avec Christophe Cuillet avant et qui était en pré-retraite, il était sur le déclin. Il s'appelait Colbach. Marcel me dit, je vais te mettre dans le CSIO à Longchamp, je vais te prêter un cheval de la fédération. Alors là, j'étais super impressionné. Évidemment, je n'ai pas fait les grosses épreuves avec. Il m'a dit, tu vas faire cette épreuve-là, c'est une épreuve de vitesse. Il m'a dit, mais je te prête le cheval, c'est pas pour faire figure. Cette épreuve-là, avec ce cheval-là, tu dois la gagner. Et j'ai gagné l'épreuve et j'ai monté le cheval que dans ce concours-là. J'ai rempli mon contrat et j'étais super content. Et ça, c'est des souvenirs incroyables. Et puis ensuite, bon, je suis revenu à niveau national et mes jeunes chevaux et machin et tout ça. Ce que j'aimais beaucoup faire, mais j'avais été un peu sur un nuage. Je suis redescendu, comme ça arrive tout le temps avec les chevaux. On monte au ciel, on redescend sur terre et c'est ça qui est génial. Et puis je me suis retrouvé en 1984 avec un cheval qui s'appelle Stador, qui m'a été prêté par Monsieur Duvinage, propriétaire du cheval, et Hervé Godignon, qui montait le cheval et qui l'a amené à haut niveau. L'année des J, on nous en a beaucoup parlé. L'année des J, la fameuse année des J. Et Hervé me dit, je ne peux pas aller aux Jeux Olympiques avec le cheval, parce que je suis sponsorisé par Moët et Chandon, et à cette époque-là, les professionnels n'avaient pas droit aux Jeux Olympiques. Il m'a dit, est-ce que ça ne te tenterait pas d'essayer d'entrer dans l'équipe? Alors moi, j'avais 25 ans et je n'avais pas encore monté à haut niveau. C'était un vrai challenge, quoi. Et j'ai fait 5 concours et les Jeux.
J'ai commencé à Auteuil, parce que cette année-là, le CSI Hauts-de-France était à Auteuil. Seule année où il a été sur l'hippodrome d'Auteuil. Je suis second du Grand Prix. Je montais le cheval pratiquement au pied levé. Donc ça m'a donné un ticket pour l'équipe CSI Hauts de Barcelone. Je suis double sans faute dans la Coupe des Nations. Après ça, Aix-la-Chapelle. Aix-la-Chapelle, moment très difficile. Un cheval très impressionné par le lac au milieu. Il y a un grand lac au milieu de la piste. Éliminé le premier jour, le cheval ne voulait pas s'approcher du lac, etc. Bon, je me suis dit, bon là, maintenant les carottes sont cuites, c'est fini. Marcel me dit, je te mets dans la Coupe des Nations. Je dis, Marcel, mais j'étais éliminé, je peux pas... Il me dit, je te mets dans la coupe parce que ça va être le test. Si tu t'en sors, tu as de grandes chances d'être dans l'équipe. J'ai pas passé une très bonne nuit. Je suis sorti à 4-4 de la Coupe des Nations. Marcel me dit, ok, je te mets à Ixted, c'est ta dernière chance. Ixted, double sans faute dans la coupe, triple sans faute dans le Grand Prix, deuxième du Grand Prix. Il m'a dit, bon, tu as ton ticket pour les Jeux. Et voilà comment je me suis retrouvé à Los Angeles. Avec Stador, que j'avais monté 5 fois, 5 concours. J'ai jamais eu à la maison. Hervé continuait d'entraîner le cheval. Je montais une fois de temps en temps chez lui, parce qu'on était quand même très éloignés. J'étais au fin fond de la Normandie, il était à l'est de Paris. Puis je le montais en concours. Et je me suis retrouvé au jeu comme ça. Et c'était quand même un moment incroyable. C'est quelque chose d'incroyable qui m'est arrivé, quoi. Donc c'était l'épisode de Stador. Après, je ne sais pas si vous voulez qu'on passe au suivant. Et... Si, nous on veut bien que vous continuiez. Ouais. Le suivant, c'était Narcos, dont on n'a pas parlé. Narcos 2, qui était un super cheval. C'est un cheval qui pouvait tout sauter. C'était un cheval d'une bonté incroyable et qui donnait confiance en son cavalier. J'ai eu des bons résultats avec. J'étais 5e du Grand Prix de Rome. J'étais 5e du Grand Prix d'Aix-la-Chapelle aussi avec. On a eu des super résultats. Malheureusement, il a été victime d'une fourbure pendant le concours de Cannes. Et puis après, bon, il a retourné après, mais ça l'a diminué. Et les propriétaires, la famille Broyer, ont confié le cheval, et j'ai trouvé ça génial. Après ça, à Reynald Angot. C'était Reynald ou Florian, j'ai un trou. On vérifiera. C'était Florian, je crois que c'était Florian. Champion d'Europe junior et les champions d'Europe junior avec le cheval. C'était extraordinaire, je veux dire, pour la fin de carrière du cheval. Ça, j'ai trouvé ça super. Et puis... Donc après ça, ça a été Quito, quoi. Donc les années 90. 88, j'avais une présélection pour les Jeux de Séoul avec Narcos. Puis j'étais dans la balance comme 5e avec Philippe Rosier. Et puis moi c'était difficile, j'avais toute mon organisation, les jeunes chevaux et tous les nationaux. J'étais à mon compte, l'écurie était pleine. Partir au jeu sans être dans l'équipe pour aussi longtemps, parce que Séoul, il fallait partir très longtemps. Et tout. Ce choix-là, il est difficile, quand même. C'est un choix difficile, ouais. Mais j'ai décliné 2 fois les jeux, mais bon, on va en reparler plus tard. Mais cette fois-là, oui, c'était pas pratique. Et puis, donc Philippe était allé. Puis après ça, c'est Quito. Alors Quito, le truc est vraiment incroyable. Alors si je commence à parler de Quito, j'en ai pour un petit moment. Mais... Parlons de Quito. Alors Quito de Bossy, donc né, élevé chez mon père, élevé par mon père et de la famille dont je parlais tout à l'heure. Quito de Bossy, donc je l'ai débourré à 2 ans et demi. Je l'ai débuté à 3 ans et demi, j'ai commencé à travailler pour préparer les 4 ans. Il a sauté 4 ans, 5 ans, 6 ans, jeunes chevaux. Il n'a pas sauté les 6 ans avec moi parce que j'étais justement sur le circuit de sélection pré-olympique avec Narcos. Et j'étais à Calgary pendant la finale jeunes chevaux de Fontainebleau. Et donc c'est Franck Goubard qui le montait. Et Franck Goubard était notre cavalier maison à l'époque. Et il a fait les 6 ans à Fontainebleau avec Franck. Il a fait tous les jeunes chevaux avec moi. Et puis en jeunes chevaux, c'était pas un cheval dont on parlait comme d'un crack, comme dans la même génération, on parlait de Quidam de Revel par exemple. Quidam de Revel, même âge, dans les jeunes chevaux, le cheval faisait illusion, enfin il faisait vraiment illusion. Il sautait très très fort, mais il était très difficile. Il faisait vraiment impression. Quito, il passait plus inaperçu par rapport à Quidam parce qu'il n'était pas spectaculaire. Il faisait son boulot, il sautait avec beaucoup d'aisance, il était très très sérieux, mais il ne faisait pas d'esbrouf. Donc les gens ne le remarquaient pas plus que ça. Et puis après, 7 ans, je l'ai monté à 7 ans, nationaux, épreuves nationales, commencé Grand Prix nationaux fin d'année de 7 ans. Il était tellement à l'aise sur les Grands Prix nationaux. Début d'année de 8 ans, je me trouve à Bercy, Grand Prix Coupe du Monde.
Ça a été vite. Il est deuxième Grand Prix Coupe du Monde. Je suis au barrage avec Alexandra Lederman, on était que 200 fautes. Et Alexandra gagne, je suis deuxième. C'était pas un cheval très rapide non plus, Quito. Alexandra gagne, non pas avec Rocher cette année-là, mais avec une jument qui s'appelait Punition. Et voilà, donc ça a été le premier grand résultat de Quito. Puis après, tout s'est enchaîné très vite. Patrick Caron, entraîneur national, à l'époque me dit « Je te mets dans l'équipe pour Lucerne CSIO ». Premier CSIO. Je dis « Patrick, il est un peu jeune, je ne sais pas s'il faut que je sois dans l'équipe ». Il avait 8 ans, c'était tôt le CSIO de Lucerne, au mois de mai, je crois. Je me retrouve à Lucerne, double sans faute dans la coupe, triple sans faute Grand Prix, on gagne le Grand Prix. Donc on gagne la coupe et le Grand Prix. Et là, Pierre Durand et Patrick Caron ont commencé à essayer de me motiver pour être dans l'équipe pour les championnats du monde, pour les Jeux mondiaux. Et là, je dis non, les gars, là, mon cheval, il prend 8 ans, ça va tellement vite, je vais tout casser, quoi. C'est hors de question. Et donc, je ne voulais vraiment pas faire ça. Je me suis dit, bon, pour moi, il y a les Jeux Olympiques dans 2 ans, et c'est vraiment mon objectif. Et donc, il faut être patient. Je risque de tout casser cette année au championnat du monde, et il est hors de question. Et puis après, je me souviens, Patrick m'avait mis dans l'équipe un CSIO au Luxembourg, à Oberhoven. Et le cheval avait été top aussi. Et Pierre et Patrick me prennent dans un coin et me disent « Écoute, on a absolument besoin de toi dans l'équipe, on peut avoir une super équipe, on peut faire un super résultat au championnat du monde ». Et à la fin, bon, j'en ai parlé évidemment avec mon père, qu'est-ce qu'on fait? Et à la fin, on a pris une décision. On a dit « Ok, mais on fait que l'équipe ». C'est-à-dire qu'on va faire l'épreuve de vitesse et on va faire les 2 manches de l'équipe. Et même si on est qualifié pour l'individuel, on ne le fera pas parce que ça sera trop pour le cheval. Donc on va là-bas, on fait le warm-up, l'épreuve de vitesse, les 2 manches de la coupe et basta. Donc voilà, c'était le plan. Patrick était OK avec ça. Tout le monde était d'accord. On se retrouve à Stockholm, aux Jeux mondiaux. On gagne la médaille d'or par équipe. Suite à l'épreuve par équipe, je me retrouve en tête du classement provisoire. Là, c'était vraiment un cas de conscience, parce qu'on avait décidé d'en rester là. Et je me souviens, conférence de presse après ça, et moi j'avais déclaré que j'en resterais après l'épreuve par équipe. Et donc évidemment, la question qui est revenue, alors maintenant vous êtes en tête du classement provisoire, qu'est-ce que vous faites? Je dis, je suis obligé de continuer quand même. J'étais en tête, j'allais pas dire, non, j'abandonne, quoi. Et puis voilà, je me suis retrouvé en finale tournante. Et puis voilà, j'ai gagné la finale tournante, montant des chevaux exceptionnels avec Milton, Gem Twist et puis Morga, puisqu'on avait la chance d'être à 2 Français dans l'équipe avec Hubert Bourdi. Et ça, c'est un souvenir quand même incroyable, quoi. Incroyable, contre toute attente. Je me retrouve double champion du monde avec un cheval à 8 ans. Contre toute attente, quoi. Et du reste, ça n'arrivera plus jamais parce que l'année d'après, le minimum d'âge pour les champions du monde est passé à 9 ans. Donc il n'y en aura pas d'autres. Et alors, évidemment, tout le monde aurait pu dire bon, ouais, d'accord, il a fait son exploit, puis bon, ça ne va pas durer, quoi, parce qu'on a tellement demandé à 8 ans à ce pauvre cheval que. Mais voilà, ce qui est quand même incroyable, c'est que ça a duré. Puisque le cheval a fait les plus grands championnats 5 années de suite, et il a sur 5 années, il a gagné 6 médailles. Donc chaque année était dans les médailles. Voilà. Donc pour la petite histoire, c'est un cheval qui a quand même duré malgré le fait qu'il a donné tout ça à 8 ans. Ensuite, on a décidé de le mettre à la retraite. Et non pas parce qu'il a eu un incident, un accident ou quoi que ce soit, mais parce que je le sentais commencer à baisser de pied. Et je sentais, après 94, on a été médaille d'argent par équipe au championnat du monde, j'ai senti que le cheval baissait un petit peu de pied et que je commençais à être obligé de le solliciter plus qu'avant. Et je commençais à être obligé de le porter pour avoir des résultats. Et ça me faisait mal au cœur et j'ai pensé le cheval ne mérite pas ça, quoi. Donc j'ai pensé qu'il était temps d'arrêter. Donc j'ai arrêté après ça. Il a eu 17 années de retraite au bon soin de sa groom Laurette et de ma sœur Sylvie. D'abord au Haras chez mon père, et puis ensuite chez moi. Et il est décédé à 33 ans chez moi. Et il est resté chez moi. Voilà, donc
Après ça, j'ai été encore au prochain championnat du monde. Les championnats du monde m'ont toujours réussi, parce que j'en ai fait 4 de suite. 4 de suite, 6 médailles en championnat du monde. Et ça m'a toujours réussi. 3 médailles d'or, 3 médailles d'argent, 2 individuelles et 4 par équipe. Et après ça a été l'épisode à tout désigner qui a été très court, parce que bon, c'était pas vraiment un cheval de ce niveau-là, mais qui était tellement généreux, qui m'a tout donné. Je me suis retrouvé champion de France avec lui en 98. Il a tellement bien survolé son championnat de France, il avait beaucoup de résultats que je me suis retrouvé dans l'équipe au championnat du monde. J'ai vraiment bouché un trou là, parce qu'il n'y avait personne d'autre. Et puis on a quand même été médaille d'argent par équipe. Donc ça a été très très mémorable. Avec en plus Thierry Pommel qui gagne la médaille d'argent individuelle la même année, avec Thor Deschen. Donc ça avait été top. Et puis après on est passé à Dollard du Murier. Voilà. Qui a été champion de France aussi. Et RS, les championnats du monde, médaille d'or par équipe, médaille d'argent individuelle. Voilà, c'est les chevaux qui ont marqué ma carrière. Quand on a évoqué en introduction Brooklyn, vous avez dit un super cheval. Et on a listé ensuite tous les super chevaux que vous avez montés. Moi, je me demande, est-ce que tous ces chevaux-là, ils avaient déjà les qualités qu'on aimerait avoir chez un cheval aujourd'hui pour répondre aux exigences du sport tel qu'il se passe aujourd'hui en piste, quoi? Alors ça, c'est une question qui est super intéressante parce que, évidemment, le sport a évolué énormément. Moi, j'ai eu une carrière vraiment très très longue. Et puis j'ai pu participer, non seulement participer, mais aussi observer le haut niveau depuis la fin des années 70. Et c'est super intéressant et c'est passionnant de voir toute cette évolution. C'est un sport qui a énormément évolué. Et on a tendance à dire que d'un côté, c'est plus les mêmes chevaux. Alors je dirais oui et non. Je dirais ça différemment. Je dirais qu'il était possible à cette époque-là d'avoir des résultats à très haut niveau avec des chevaux qui ne seraient plus à haut niveau aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Mais il y a quand même beaucoup des stars de l'époque qui seraient encore des stars aujourd'hui. Donc c'est un peu les deux. Mais c'est vrai qu'il y a eu des chevaux dont il suffisait qu'ils aient des gros moyens et qu'ils soient très courageux avec un respect un peu plus normal, qui ne passerait plus aujourd'hui. Ça c'est sûr. Mais des Japlous, des Flambeaux, des chevaux comme c'était des génies de l'obstacle, super respectueux, super vite, ces chevaux-là, ils seraient encore là aujourd'hui. Et puis les miens, bon, j'ai pas toujours eu des chevaux non plus qui étaient les plus rapides, les plus performants dans la vitesse. Bon, peut-être ça venait de moi, c'est possible. C'est peut-être moi qui n'étais pas assez vite. Mais c'est vrai que pour gagner aujourd'hui, ils n'auraient peut-être pas été tous suffisamment... Par exemple, Quito de Bossy, c'était un cheval de championnat. Du reste, je n'ai pas gagné beaucoup de Grands Prix avec lui. J'ai gagné qu'un Grand Prix Coupe du Monde, c'était à Amsterdam. La seule fois où j'ai ramené une Volvo, parce qu'à l'époque, on gagnait une Volvo quand on gagnait un Grand Prix Coupe du Monde. J'ai gagné 2 ou 3 Grands Prix CSIO, Lucerne, Madrid. Mais je n'ai pas gagné beaucoup de Grands Prix parce que dans les barrages, Quito, c'était pas le plus rapide. Enfin, ou moi, j'étais pas le plus rapide avec Quito, c'était peut-être plutôt ça. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que ça va encore beaucoup plus vite. Et avec lui, je pense pas que je pourrais encore gagner des grands prix, mais ça resterait néanmoins un cheval de championnat. Ça, j'en suis persuadé. Et puis après, à l'époque, bon, il y a aussi une jument dont on n'a pas parlé, c'est Roxane de Gruchy. Mais c'était une jument pour les grosses épreuves. J'ai gagné un grand prix avec elle, un CSIO à Lucerne aussi, du reste. Et c'est l'année où j'ai été numéro 1 mondial. J'étais le premier à détrôner John Whittaker de la liste mondiale parce que j'avais 2 chevaux de CSIO et j'avais un cheval aussi très rapide qui s'appelait Rosir. Alors lui, c'était un cheval très rapide qui était un cheval des haras nationaux qui m'était confié. J'avais gagné 3 épreuves à Calgary avec les épreuves de vitesse. C'est un cheval très très rapide. Mais les 2 autres, Roxane et Quito, que j'ai eu la même année en 92, j'avais les 2 à haut niveau. Et j'alternais dans les CSIO. Et je faisais que des CSIO. J'ai fait 11 ou 12 CSIO, 11 ou 12 Coupes des Nations cette année-là. Tantôt avec l'un, tantôt avec l'autre. Et le fait d'alterner, ça m'a permis de devenir numéro 1 mondial cette année-là. Voilà, pour la petite histoire. Et Roxane a sauté les Jeux Olympiques d'Atlanta en 96 avec Patrice Delaveau.
Vous l'avez dit un tout petit peu plus tôt, le sport a énormément évolué. Nous, c'est vraiment un sujet qu'on aborde beaucoup avec nos invités et vous êtes vraiment à même d'en parler puisque vous avez vraiment connu ces années-là. Aujourd'hui, le sport a beaucoup changé, les chevaux, les cavaliers, les compétitions ont énormément évolué. Est-ce que vous pourriez nous parler, vous, de cette évolution et ce que vous pensez du sport tel qu'il est pratiqué actuellement ? Oui, alors bon, c'est vrai que j'ai beaucoup de recul. Hein. Grâce à mon grand âge, j'ai beaucoup de recul puisque c'est ma 50e saison de concours consécutive. Et donc, évidemment, j'en ai vu passer beaucoup. Alors, on parlait de l'évolution du sport sur le plan des chevaux, mais aussi, évidemment, il faut parler de l'évolution du sport sur le plan des cavaliers. Et c'est là que, à mon avis, l'évolution est la plus grande. Je trouve que la technique s'est améliorée considérablement. Mais tout s'est amélioré en même temps et ça c'est assez génial. C'est-à-dire que le sport a évolué. Mais en même temps, l'élevage a évolué énormément. Et l'équitation a évolué énormément. Et ces trois choses-là sont mises à évoluer ensemble. Et c'est assez extraordinaire de voir cette évolution. Et je pense qu'aujourd'hui, on est à un point où je me demande comment ça peut évoluer encore. J'ai vu cette évolution en me disant ça va encore évoluer. Et pendant de nombreuses années. Mais maintenant, j'arrive à un point où je me dis mais comment ça peut encore évoluer ? C'est-à-dire la qualité des chevaux que l'élevage produit, la qualité des cavaliers, la technique, le management, tout ce qui est autour, les soins, etc. Tout est d'une précision incroyable. Notre sport s'est professionnalisé d'une manière incroyable. Et c'est top parce que plus ça va, plus c'est complexe. C'était beaucoup plus simple à mon époque. Beaucoup plus simple. Tout était plus simple. Bon, déjà, il y avait moins de monde. Bon, c'était gros. Ça commençait à être technique quand même dans les années 90. Hein. Si on regarde les parcours, les Jeux mondiaux, les Jeux olympiques, les années 90, début 90, ça commençait à être beaucoup plus technique. Mais il y avait moins de monde à battre. Il y avait moins de top cavaliers, il y avait moins de top chevaux. Maintenant, un Grand Prix 5 étoiles, ils sont 40 au départ. Il y en a 30 ou 35 qui peuvent gagner. La compétition était moins dure parce qu'il y avait moins de monde à battre, évidemment. Et c'est la raison pour laquelle les cracks gagnaient plus souvent. Japlou, Milton, ils gagnaient souvent. Ils gagnaient beaucoup de Grands Prix. Maintenant, il n'y a plus un cheval qui gagne autant de Grands Prix, même les meilleurs du monde. Il y a quand même un petit turnover. Il y en a qu'on revoit plus souvent gagner. Mais à cette époque-là, il y avait les 2-3 cracks qui gagnaient, qui se partageaient la plus grosse part du gâteau. Et puis leur nom revenait tout le temps. Alors c'est surtout parce qu'il y a plus de top chevaux avec des top cavaliers qui ont un top management, qui ont un top entourage, qui ont une top équipe, qui ont des top vétérinaires, qui ont des top soigneurs, ostéopathes, etc. Les ferrures, alors on en parle, les top maréchals, etc. Et puis déférés, pas déférés. Enfin, ça continue d'évoluer tout ça, c'est extraordinaire. Mais ça devient en même temps de plus en plus complexe. C'est difficile à suivre. Mais c'est génial parce que ça ouvre tout un horizon de nouvelles choses et de nouvelles techniques. Mais moi, en tant que cavalier, parce que moi, c'est mon truc et c'est ce qui m'a toujours passionné, fasciné, c'est vraiment monter moi et améliorer ma technique, améliorer mon équitation, c'est de voir comme la technique des cavaliers s'est améliorée. C'est extraordinaire. Et paradoxalement, quand on parle avec nos invités et nous de ce qu'on connaît aussi et beaucoup de notre expérience de cavalier sur le terrain, on a tendance à dire, à entendre et à penser que l'éducation, la formation des cavaliers dans les centres équestres, le monitorat, etc., c'est plutôt dégradé. Que le niveau est moindre, en tout cas que les exigences sont réduites, etc. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus parce que on est ici aux États-Unis, c'est un marché maintenant que vous connaissez très bien, où les cavaliers commencent la plupart du temps par la discipline du hunter, avec beaucoup d'exigences, etc. On a
discuté avec pas mal de monde, notamment Bitsy et John hier, qui nous disaient que pour eux c'était vraiment une très bonne école et que c'était peut-être ces bases-là qui pouvaient manquer parfois en Europe, etc. Comment vous le percevez-vous, puisque vous dites qu'il y a de plus en plus de bons cavaliers, or sur le terrain, ce qu'il se dit, c'est aussi que la formation des cavaliers au départ est plutôt moins exigeante. Oui, alors moi je suis tout à fait d'accord avec ça, tout à fait d'accord. Il y a une forme de paradoxe, c'est que je pense que le niveau est plus bas en bas de la pyramide, mais il est plus haut en haut de la pyramide. Alors ce qui se passe entre deux, c'est intéressant. Moi, ce que je trouve extraordinaire ici aux États-Unis, c'est cette formation des cavaliers par une discipline qui s'appelle equitation. Je ne suis pas un fan du hunter, mais... Je vous avoue que j'arrive toujours pas à comprendre la différence entre les deux, mais on va rencontrer Henri tout à l'heure, il nous l'expliquera. Ok. En fait, c'est assez simple. En fait, le hunter, c'est le cheval qui est jugé, et l'equitation, c'est plus le cavalier qui est jugé. Mais pour que le cavalier soit bien jugé, il faut évidemment que le cheval ait un comportement qui permette au cavalier de monter comme il doit monter dans l'épreuve equitation. Mais je trouve que l'equitation, c'est une formation formidable parce que ça apprend au cavalier à bien monter avant d'apprendre au cavalier à gagner, mais gagner au chronomètre, gagner, être compétitif, savoir monter pour gagner. Mais avant de savoir monter pour gagner, il faut avoir acquis les bases. Et les bases, que ce soit sur le plat ou sur l'obstacle, par le moyen de cette discipline qui s'appelle equitation, je trouve ça extraordinaire. Et aux États-Unis, on voit bien les cavaliers de haut niveau, la plupart, il y a des exceptions et je vous dirai après pourquoi, mais la plupart des cavaliers de haut niveau ont une équitation remarquablement esthétique, tout en étant efficaces. Ils l'ont prouvé. Mais ce que je trouve, c'est que quand vous êtes aux États-Unis, que vous êtes là tout le temps, comme je le suis, omniprésent sur une côte ou sur l'autre côte, le point commun, c'est quand même de voir la qualité de l'équitation des amateurs. C'est-à-dire que vous voyez, même dans les grosses épreuves amateurs, ce qu'on appelle les highs amateurs, je ne sais pas si vous avez vu quelques épreuves, les finales highs amateurs, c'est des grands prix, 1m45. C'est un bon 2 étoiles. Un bon 2 étoiles, un bon 2 étoiles, un gros 2 étoiles. Et vous voyez, combien ils étaient ce matin, 60, 70 Ouais, 60, 65 je crois. Voilà. Et vous avez vu combien de cavaliers avec une équitation déplorable? Point. Et vous avez vu peu de cavaliers avec une équitation esthétique, mais inefficace. Peu. Donc ça veut dire qu'on peut allier les deux. Et c'est ce qu'ils font très très bien dans ce pays. Et ça, c'est extraordinaire. Je trouve qu'il y a une formation des cavaliers qui est extraordinaire. Et tous les amateurs, ils montent pareil. Vous les voyez, ils montent tous pareil. Qu'ils soient éduqués par un professionnel ou par un autre, ils sont tous éduqués pareil. Et pourquoi? Parce que c'est la discipline de equitation qui veut ça, qui veut qu'on les éduque de cette manière-là. Et après ça, on leur apprend à être compétitifs et à aller vite. Chez nous, il n'y a pas ça, donc les jeunes, il faut qu'ils gagnent tout de suite, avant d'avoir ces bases-là. Et c'est ça la grosse différence. Maintenant, qu'est-ce qui se passe après ça pour que les cavaliers deviennent aussi bons en haut de la pyramide? Ça, c'est assez difficile à dire. Moi, je suis plus sur le terrain en France et en Europe depuis presque 10 ans maintenant, donc c'est difficile pour moi de porter une analyse qui soit objective. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'à haut niveau, les cavaliers montent de mieux en mieux et ça continue d'évoluer, quoi. Et pas seulement aux États-Unis, évidemment, en Europe aussi, bien sûr. C'est exactement ce que Charlotte et Marc Macaulay nous ont dit ce matin dans une petite interview qu'on a tournée pour nos réseaux sociaux. Je vais citer une autre interview à laquelle vous aviez répondu, où vous aviez dit que vous seriez vraiment attristé de voir un jour notre sport aux Jeux Olympiques sans les meilleurs cavaliers du moment. Les chevaux dont nous avons besoin aujourd'hui sont de plus en plus chers. Et vous avez ajouté que d'après vous, ce n'était pas une mauvaise chose, mais qu'il était vraiment difficile de trouver le bon équilibre entre le business et le sport. Est-ce que vous pourriez nous parler de ça? Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il sera encore vraiment difficile de trouver cet équilibre et la balance entre un sport juste, notamment, et le business et l'évolution des compétitions du sport et de tout ce dont on a parlé précédemment? Alors en fait, quand je parlais des Jeux Olympiques sans certains des meilleurs cavaliers,
Je faisais allusion au fait que le Comité international olympique exige un sport plus universel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de nations faibles au détriment de certaines des meilleures nations européennes. Et le risque, à mon avis, c'est de tirer le niveau des JO vers le bas, tout au moins dans l'épreuve par équipe. Maintenant, en ce qui concerne sport et business, moi je pense qu'un sport ne peut pas évoluer et se professionnaliser sans apport d'argent. Donc il faut laisser la porte ouverte aux amateurs fortunés et passionnés, car toute la filière en bénéficie. Par contre, le haut niveau doit rester accessible à tous en respectant une évolution possible. En France, on a la chance d'avoir le circuit du Grand National, qui doit rester un outil de prospection pour l'entraîneur national, de sorte de donner la chance aux cavaliers qui performent. On a également la chance d'avoir un grand nombre de CSI 5 étoiles, dans lesquels un plus grand nombre de cavaliers français peuvent participer. Et en cas de performance, ça doit ouvrir la porte à des sélections en équipe et continuer sa route vers le haut niveau. Là où ça se complique, c'est l'accès aux gros concours à l'étranger, car il n'est pas rare de devoir payer ou prendre une table pour participer si on n'a pas un bon ranking. Et ça reste un problème, même si l'invitation system de la FEI atténue quelque peu ce phénomène. Moi, j'ai eu la chance d'évoluer vers le haut niveau à une époque où c'était encore possible. Et pas si difficile dans la mesure où on nous donnait nos chances. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, j'amenais un cheval en Grand Prix nationaux, je gagnais des Grands Prix nationaux, je me faisais remarquer par l'entraîneur national. L'entraîneur national me disait « Tiens, je vais te donner ta chance, je vais t'envoyer à l'étranger, dans un CSI, là, et je te donne une chance. » Si ça marchait bien, il disait « Bon, c'est bien, je vais continuer de t'envoyer à l'étranger, là, je te mets là, je te mets là, je te mets là. » Si ça continuait de bien marcher, il vous disait « Ok, alors maintenant, ça va bien, t'es fiable, je te mets dans une équipe, CSIO. » Et puis voilà, et puis CSIO, ça marchait bien dans les Coupes des Nations, vous vous retrouviez dans l'événement majeur de l'année. C'était pas plus compliqué que ça. Donc en fait, qui décidait qui va dans tel concours? L'entraîneur national. Vous étiez engagé par la fédération, c'est l'entraîneur national qui décidait qui allait où. Alors elle est où la solution? Pour le type comme moi qui a son bon cheval, qui se fait repérer, qui gagne. Alors le Grand National, c'est un outil extraordinaire, parce que ça permet aux cavaliers de s'illustrer à un niveau supérieur à un Grand Prix national classique comme on avait avant les Grands Prix Grand National. Donc ça a été une idée géniale. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, c'est très difficile pour les cavaliers qui s'illustrent au niveau Grand National d'accéder aux gros concours, quoi. Le sport a donc évolué, on vient de le dire, mais le commerce aussi, et de manière drastique. Il était commun dans les années 80-90 de voir un bon jeune cavalier avec un peu de talent, un peu de feeling, un peu le tact, qui trouvait un jeune cheval, avec des qualités, un bon jeune cheval, à un prix vraiment correct, qui le faisait évoluer et qui atteignait, comme vous le disiez, étape par étape, le haut niveau en fait, de Grand Prix en première sélection internationale, en première sélection d'équipe. Aujourd'hui, pour faire la même chose, il faut être capable d'investir dans des chevaux. Et même quand on les achète jeunes, ils coûtent très cher. Quand on les achète moins jeunes, c'est quasiment impossible à acheter sans avoir un soutien financier derrière, un sponsor. Comment est-ce qu'on fait en 2022 quand on est un jeune cavalier, qu'on a un peu de sens, qu'on a vraiment de l'ambition, de la motivation pour atteindre le haut niveau, mais qu'on n'a pas derrière une enveloppe qui nous permet d'investir dans des chevaux? Mais c'est très difficile, comme je disais, c'est très difficile parce que ça fait partie du jeu. Il ne faut pas seulement trouver des chevaux, mais il faut trouver de l'argent. Ça fait partie du métier de cavalier, de plus en plus, beaucoup plus qu'avant. Avant, il fallait trouver les chevaux, les développer, l'amener là, et puis on nous donnait la chance. Maintenant, il faut se vendre. Et alors, c'est peut-être un mal pour un bien, mais ça fait partie des qualités requises pour un cavalier pour atteindre le haut niveau. Il faut savoir trouver de l'argent. Donc, il y a un côté marketing qui est important. Je pense que les réseaux sociaux font partie de la chance que peut avoir un cavalier s'il sait utiliser les réseaux sociaux. Ça fait partie du relationnel, des relations publiques. Et puis vous savez, croiser les bonnes personnes au bon moment, ça fait partie des opportunités dans la vie, mais il ne faut pas être fermé aux opportunités. Et ça, c'est le meilleur conseil que je peux donner aux jeunes cavaliers. C'est d'essayer de rester très ouvert aux opportunités et aux différentes rencontres qui peuvent intervenir dans votre vie de cavalier. Alors, c'est très difficile parce que pour être bon, il faut être dans une bulle. Et
Je crois que je suis le mieux placé pour dire ça, parce que c'est la qualité de mon défaut, mais le défaut de ma qualité, c'est peut-être que justement, j'ai toujours été tellement dans ma bulle que j'étais peut-être pas suffisamment ouvert à aller vers les gens et créer ces opportunités qui m'auraient peut-être permis de rester d'une façon plus permanente au très haut niveau. C'est peut-être ça qui m'a manqué. Si je fais un retour un petit peu sur ma carrière, j'ai pas eu des carrières comme les Whittaker, Ludger Beerbaum, etc. J'ai pas eu une carrière aussi longue d'une manière omniprésente à très haut niveau. J'ai fait un peu des allers-retours. Et c'est à cause de ça. C'est parce que j'ai toujours travaillé tellement dans ma bulle, au fin fond de ma Normandie, que en fait, j'ai peut-être pas été assez ouvert à avoir plus d'activités d'ouverture vers les gens. Et même quand j'étais sur les terrains, j'étais tellement dans ma bulle, j'étais pas trop ouvert à aller vers les gens. C'est peut-être ça qui m'a empêché de rester d'une manière omniprésente à très haut niveau. Mais d'un autre côté, ça m'a toujours fait du bien de redescendre et de recommencer avec des chevaux plus jeunes. Parce que j'adore le haut niveau, mais j'adore aussi le trajet qui m'y amène. J'ai toujours adoré les jeunes chevaux, j'ai toujours formé mes jeunes chevaux. Le seul cheval que j'ai ne pas formé moi-même et que j'ai monté à haut niveau, c'était Je t'adore, puisqu'il m'a été confié 3 mois avant les Jeux, comme j'ai expliqué avant. Mais sinon, tous les autres chevaux, c'est moi qui les ai formés, qui les ai amenés là. Et j'ai toujours adoré le chemin pour arriver là, parce que c'est extrêmement motivant. Mais ça laisse peu de temps aux relations publiques. Et aujourd'hui, c'est encore beaucoup plus important qu'avant, parce qu'il faut trouver de l'argent. Alors là, il le disait au début de cette interview, vous êtes un représentant des sports équestres. Vous avez marqué les esprits d'énormément de cavaliers, à l'instar notamment de Kevin Stott, qui témoignait lui-même dans une interview que vous étiez son idole, tout simplement. Ça, je ne le savais pas, je l'ai peut-être été pendant un moment. Vous avez tracé une voie et vous avez vraiment laissé votre trace, justement. Et comme nous disions, le sport évolue. Il semblerait quand même que votre équitation soit toujours intemporelle et qu'elle soit toujours remarquable et admirée, même par les plus jeunes générations. Est-ce que vous en avez conscience de ça, du fait d'avoir vraiment laissé une trace derrière vous ? Écoutez, le compliment que vous venez de me faire, c'est le plus beau qui puisse m'être offert, parce que justement, je pense que j'ai réussi à... J'aurais pas la prétention de dire que je suis meilleur que les autres, loin de là. Parce que je suis quelqu'un de modeste et je sais où je suis et j'ai les pieds sur terre. Mais par contre, le plus beau compliment qu'on puisse me faire, c'est d'avoir, je pense, réussi à évoluer avec mon sport. Et ça, c'est mon côté observateur d'une manière obsessionnelle. C'est-à-dire que... Alors avant, j'ai toujours observé énormément sur le côté de la piste. Maintenant, je suis plus à haut niveau en Europe, mais je continue d'observer, je regarde tous les Grands Prix. Je regarde tous les Grands Prix 5 étoiles. Je continue à avoir la volonté de continuer d'évoluer avec mon sport. Et je trouve mon sport fascinant. Et je trouve que ce que font les meilleurs cavaliers mondiaux aujourd'hui, c'est fascinant. Et je reste fasciné par ce qu'ils font. Et c'est ça qui me permet de continuer d'avancer. Et d'être toujours à peu près à la page, quoi, de l'évolution du sport. Maintenant... Je ne crois pas que les jeunes cavaliers d'aujourd'hui me connaissent encore, et ça, ce n'est pas un problème. Moi, ce qui me plaît, c'est de ne pas avoir l'impression... Et j'ai toujours dit à ma femme et à mes filles, le jour où vous sentirez que je suis dépassé, surtout vous me le dites, parce que j'espère, je me rendrai compte par moi-même, mais surtout vous me le dites, ça voudrait dire qu'il faut arrêter. Parce que je suis toujours aussi motivé par mon sport, et je suis toujours aussi motivé par le fait de monter moi-même. C'est-à-dire aller monter tous les jours mes chevaux, ça reste un plaisir de gamin qui est toujours aussi intense que quand j'étais gamin. Et aussi, aller à la piste, c'est un truc qui m'excite encore. Alors même si je ne suis plus à très haut niveau, mais aller faire des grands prix, même si ce sont des grands prix nationaux, je trouve ça extraordinaire. Et ce n'est pas tant le résultat qui me motive, mais c'est le parcours. C'est-à-dire ce qui se passe pendant mon parcours. Parce que je suis extrêmement exigeant avec moi-même et je pense que l'exigence amène à l'excellence. Je crois que c'est Éric Loradour qui vous disait ça récemment. Et Éric Loradour, c'est un garçon que j'apprécie énormément et je trouve que ses idées sont les miennes.
Et j'ai écouté son podcast avec vous et j'ai trouvé très très intéressant. Ça nous fait plaisir. Ça, c'est le meilleur compliment. Ça, c'est le meilleur compliment qu'on puisse recevoir. Et j'ai vraiment adoré et j'ai retenu cette formule, l'exigence amène à la perfection. Et c'est vraiment moi ce que j'ai toujours recherché, tout en sachant que la perfection est inatteignable, mais j'ai toujours essayé de m'en approcher le plus possible et ça passe par l'exigence. Je suis très exigeant envers moi-même et je préfère faire un super 4 points où j'ai pensé être pas très loin de la perfection que de réaliser un sans faute où je me dis bon, mon cheval m'a sauvé là, ou j'ai pas été très bon sur cette ligne-là, je suis quand même sans faute et parfois on gagne en faisant ça et parfois on gagne pas en ayant monté d'une manière quasi parfaite. Et moi ce qui m'intéresse c'est vraiment le parcours, ce qui se passe entre le poteau de départ et le poteau d'arrivée. Après, le résultat, ça arrive après, c'est secondaire pour moi. Mais c'est cette recherche de la perfection pendant mon parcours qui continue de me motiver à un point auquel vous n'avez pas idée, quoi. C'est très obsessionnel, mais c'est ce qui me motive. Je vais encore vous citer, mais c'est vrai que pour préparer cette interview, pour préparer toutes nos interviews, on lit beaucoup, on lit à peu près tout ce qui existe sur Internet, on regarde toutes les interviews, et après ça nous permet de rebondir, et il y a toujours des choses qui sont dites sur lesquelles on a envie de s'épancher un peu plus. Vous avez dit « J'essaye toujours de me concentrer sur le cerveau du cheval et d'essayer de le convaincre de faire quelque chose pour moi ». Et je me demandais, c'est évidemment une ligne de conduite qu'on souhaite nous promouvoir et mettre en application, mais est-ce que vous pensez que cette équitation sans contrainte, ou en tout cas dans laquelle on essaye de limiter la contrainte au maximum et de faire avec le cheval, est-ce que c'est commune mesure dans le sport actuel ou est-ce qu'on est encore beaucoup dans une équitation de contrainte et c'est quelque chose qui pourrait aussi mettre en péril à l'avenir l'équitation? Alors ça c'est intéressant, je veux dire que pour être compétitif à haut niveau, il faut des chevaux parfaitement au point. Donc ce qu'il faut obtenir du cheval, c'est qu'il soit en permanence à l'écoute de son cavalier. Et ça s'obtient consécutivement à une méthode de travail qui est basée sur la communication entre le cavalier et son cheval. La première chose à obtenir, c'est l'ouverture d'esprit du cheval, de sorte qu'il se disponibilise mentalement envers son cavalier. Et c'est cette disponibilité mentale qui entraîne la disponibilité physique du cheval. Et ça limite énormément les contraintes et raccourcit le temps de réponse également. Et puis les parcours d'aujourd'hui obligent les cavaliers à monter d'une manière plus fluide, plus dans le mouvement en avant, sur des parcours où le temps accordé est devenu une difficulté supplémentaire. Donc en général, les cavaliers montent d'une manière moins contraignante. Moi je pense qu'il faut différencier contrainte et coercion, on dit en anglais, coercition. Et moi je pense qu'il y a d'autres moyens que la coercition ou coercion pour arriver à ses fins en tant que cavalier, pour obtenir du cheval qui joue le même jeu que vous. Et c'est ça, en fait, pour moi, ce qui est le plus passionnant et ce qui est en même temps le plus important, c'est de réussir à faire en sorte que le cheval joue le même jeu que moi. Et pour que le cheval joue le même jeu que moi, il faut que ça reste un jeu pour lui. Si c'est trop de contraintes, c'est pas drôle. Donc, c'est pas intéressant pour le cheval. Ça l'amuse plus. Les bons chevaux aiment sauter. Ça, c'est une règle. Les bons chevaux aiment sauter. Et je trouve que ce qui peut se passer avec les cavaliers qui mettent trop de contraintes sur leurs chevaux, c'est qu'au bout d'un moment, les chevaux ne trouvent plus ça drôle du tout. C'est plus drôle, c'est plus sympa. Que ce soit les humains ou les chevaux, quand on fait quelque chose de ludique, quelque chose de sympa à faire, si on a la passion pour quelque chose qu'on trouve amusant, eh bien on va progresser beaucoup plus vite que si c'est harassant. J'ai toujours cette pensée vis-à-vis de mes chevaux. Et j'ai toujours cette façon de penser, de me dire, ok, j'ai besoin que mon cheval aille dans ce sens-là, j'ai besoin d'obtenir ça de mon cheval. Comment je peux l'obtenir sans une contrainte excessive? Et c'est toujours ma première question, c'est toujours ma première façon d'aborder le sujet. Et alors, comme je disais tout à l'heure, j'ai besoin d'obtenir ça. C'est là-bas, c'est le but. Avec tel cheval, je dois prendre ce chemin-là. Mais avec l'autre cheval, je dois prendre ce chemin-là. Et il y a plein de chemins pour y arriver. Maintenant, la grande qualité d'un cavalier, c'est de réussir à comprendre son cheval pour savoir quel chemin il va devoir prendre pour arriver au même but. Le but de l'excellence, c'est-à-dire cette excellence que l'on obtient ou dont on se rapproche
que si le cheval joue le même jeu que nous. Alors voilà, donc à la fin, le but c'est quoi? C'est de devenir un quasi-centaure. C'est-à-dire que je pense, le cheval le fait. Donc il n'y a pas d'action intempestive. Et moi, je travaille sur ça tous les jours. Tous les jours. Je veux que mon cheval pense ce que je pense et fasse ce que je souhaite qu'il fasse sans contrainte, sans que je sois obligé d'être dur. Et c'est pour ça que j'ai toujours essayé d'avoir une équitation qui évite les actions intempestives. Et pourquoi elle évite les actions intempestives? Parce que mon cheval est en phase avec moi. Et le but du jeu, c'est d'arriver à faire en sorte que je décide, le cheval exécute. Et il le fait, mais il le fait volontiers. Il le fait parce qu'il joue avec moi. Et c'est un jeu. Il ne le fait pas parce qu'il est contraint. Et donc on arrive à faire en sorte que, très basique, je suis au galop, je fais une demi-volte, je change de main, je ne bouge pas mes aides, je tourne à droite, je suis au galop à gauche, je fais une demi-volte, je passe à droite, je vais vers la droite, je peux incurver mon cheval vers la droite, tout pendant que mes jambes n'ont pas bougé, mon cheval ne va pas changer de pied. Il n'est pas forcé, mais parce qu'il sait, il connaît le code, c'est un code qu'on établit. Dès lors que j'inverse la position de mes jambes, le cheval va me donner le pied parce que c'est le feu vert pour le faire. Et il le fait quand il veut. Je ne fais pas du dressage, il n'a pas besoin de donner mon changement de pied à la lettre temps, mais je lui donne le feu vert et mon cheval me le donne la foulée d'après. Parce qu'il sait qu'il a le feu vert pour changer. Et ça, l'inversion de mes aides, elle est même pas visible à pied parce qu'elle est dans l'ordre de la sensation, du sentiment, c'est-à-dire le cheval ressent. Et je travaille beaucoup là-dessus, c'est-à-dire de faire en sorte que le cheval ait son cerveau est totalement disponible par rapport à mes actions. Mais mes actions deviennent tellement discrètes qu'on passe du cerveau au cerveau pratiquement. Et là, ça devient dans l'ordre du sentiment, de la sensation. C'est-à-dire un tout petit déplacement de l'assiette et mon cheval me donne ce que je veux. Donc sur le plat, arriver à ça. Puis après, à l'entraînement sur les barres, sur les enchaînements, arriver à ça. Je me redresse un tout petit peu, mon cheval revient. Je n'ai pas besoin de tirer sur mes rênes. Je me redresse un tout petit peu, un petit mouvement d'assiette, mais qui est imperceptible pour le spectateur. Et mon cheval le fait. Et être totalement en phase avec son cheval, ça veut dire qu'il n'y a pas d'action visible. Et j'ai toujours, pour moi, c'est ça le chemin vers l'excellence. Et j'ai toujours essayé de faire mes parcours dans cette direction-là. C'est pour ça que quand j'arrive à faire des parcours avec des aides extrêmement discrètes, mais avec un cheval totalement disponible par rapport au cavalier. Et ça, quand on arrive à le faire, c'est génial parce que c'est une communication cérébrale avec le cheval. C'est pas physique. Et c'est ce qui me passionne. Ça, moi, je passe des heures à faire ça. Communiquer avec mon cheval. Et alors, au début, c'est difficile, mais au début, le premier but à obtenir, c'est l'ouverture d'esprit. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chevaux qu'on récupère, ils n'ont pas l'esprit ouvert au cavalier. Donc, ils ont souvent l'habitude d'être contraints et ils le font parce qu'ils sont contraints. Moi, je travaille l'ouverture d'esprit. Alors, ça prend du temps au début. Que le cheval communique avec moi, cérébralement, qui communique avec moi. Et quand je sens que le cheval ouvre son esprit vers moi, alors là, j'ai l'ouverture et je peux commencer mon travail. Et c'est comme ça que je fonctionne. Et c'est extrêmement passionnant. Moi, je voudrais bien prendre un cours. Eric, j'ai une toute dernière question pour vous. Vous avez une vie immense et riche derrière vous, une carrière incroyable. Est-ce que vous pourriez dire aujourd'hui que vous avez réussi? Est-ce que vous êtes totalement épanoui et fier de ce que vous avez accompli? Et avant ça, peut-être, est-ce que vous pourriez me dire ce qu'est d'après vous la définition de la réussite? Bah oui, mais en fait, les deux questions vont ensemble. Voilà. Alors, ça dépend ce qu'on interprète par réussite, et ça dépend ce que veut dire réussite, ce que veut dire j'ai réussi. Moi, j'ai eu la chance d'avoir vécu et continue de vivre une vie exaltante avec les chevaux. Et j'entends souvent que j'ai inspiré un grand nombre de cavaliers à travers mon équitation. Alors, au-delà des titres et des médailles, pour moi, c'est ça la plus belle des réussites. Ce que j'ai réussi, c'est à faire de ma passion ma vie, ma carrière. Voilà, je disais, c'est ma 50e saison de concours et j'en aurai jamais marre. Et je pense que c'est grâce à cette approche du cheval que j'en aurai jamais marre. Et j'ai réussi
à faire ça. Alors, je continue d'essayer de m'améliorer dans cette communication entre le cheval et moi-même, mais c'est quelque chose que j'ai réussi à mettre en place, et c'est ça qui me permet d'avoir une passion tout autant authentique qu'avant. Et voilà ce que j'ai réussi à faire et que je continue d'améliorer. Et ça, moi, ça me suffit. C'est ça ma réussite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eric, pour ce temps, votre disponibilité. Je vous en prie, c'était un plaisir. Alors, cet épisode vous a-t-il plu autant qu'à nous ? Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à nous envoyer un message pour nous débriefer de cet épisode, pour nous dire si vous aussi vous avez découvert Eric Navet d'une toute autre manière. On se retrouve dans 15 jours pour découvrir un autre cavalier, une autre nationalité, mais avec toujours une histoire très authentique. Je vous dis à dans 15 jours pour écouter l'histoire d'Eduardo Meneses. À très bientôt.